terminer ce cours en beauté, puisque l'objectif est probablement de démontrer le théorème le plus intéressant des espaces vectoriels de dimension finie. Je fais un léger récapitulatif de ce qu'on a fait d'extraordinaire jusqu'à présent. On a montré que sous certaines conditions, être libre et être génératrice, c'était la même chose. La condition, c'était que le nombre de vecteurs de la famille soit égal à la dimension de l'espace vectoriel. Donc on a vu que dans ces conditions-là de cardinaux spéciaux, on avait une propriété d'existence qui était équivalente à une propriété d'unicité. On a fait le même genre de choses pour les sous-espaces vectoriels, notamment quand on a caractérisé les supplémentaires. On a vu que sous réserve d'avoir la bonne relation pour les dimensions, alors existence et unicité, c'était aussi la même chose. Ça, c'est ce qu'on avait démontré. Et finalement, on se demande si on ne peut pas réaliser le même objectif avec les combinaisons, avec les applications linéaires. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas moyen de voir si l'injectivité et la surjectivité, sous certaines conditions bien sûr, qu'il faudra déterminer, ne peuvent pas être équivalentes. Alors, comme on sait que le point clé, l'élément clé de l'étude de l'injectivité, c'est le noyau, et l'élément clé de l'étude de la surjectivité, c'est l'image, si on veut relier ces deux notions-là d'existence et d'unicité, il faudrait qu'on trouve un lien entre le noyau et l'image. Alors ce lien promet de ne pas être facile à trouver, puisque vous notez bien que le noyau est un sous-espace vectoriel de E, alors que l'image, elle, est un sous-espace vectoriel de F, ce qui signifie que ces deux sous-espaces vectoriels, dans le cas général, ils ne se trouvent même pas dans le même espace vectoriel. Donc là, on s'attend à avoir un petit peu plus de résistance, mais on va voir quand même que à la fin de ce chapitre, on aura une formule qu'on va appeler la formule du rang, qui va être une formule formidable. Alors pour ça, il va falloir qu'on reparle de rang, en fait. On a déjà parlé de rang d'une matrice, je vous rappelle, c'était le nombre de pivots non nuls lorsqu'une matrice, on l'échelonnait par ligne, par colonne d'ailleurs, puisqu'on avait la même définition. Là maintenant, on va définir le rang pour une famille de vecteurs, le rang pour une application linéaire, et bientôt, dans le prochain chapitre, on verra qu'on pourra relier ces trois notions, les rangs pour les familles de vecteurs, les rangs pour les applications linéaires et les rangs pour les matrices. Là, dans ce petit paragraphe, on va se contenter de définir le rang d'une famille de vecteurs et d'une application linéaire, et pas plus. Mais on verra le lien avec les matrices plus tard. Bon, pour l'instant, on va se concentrer sur les définitions. C'est parti. Alors, ce qu'on appelle le rang pour une famille de vecteurs, donc si je me donne E un k-espace vectoriel et L est égal à V1 Vp, une famille de vecteurs de E, ce qu'on appelle rang de L, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs. Donc par définition, le rang d'une famille de vecteurs, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par cette famille. Alors on va avoir des petits exemples pour manipuler cette notion qui est entièrement nouvelle. Je vais commencer tout doucement. Donc je vais me placer dans le contexte de l'espace dans lequel je me place. Le premier rang qu'on a envie de regarder, c'est le rang d'une famille qui contiendrait un seul vecteur. Ça, si je regarde la définition, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par le vecteur V1. S'il faut regarder la nature de cet espace vectoriel, eh bien c'est soit une droite vectorielle si le vecteur V1 n'est pas le vecteur nul, soit c'est le singleton vecteur nul si le vecteur V1 est nul. Donc la dimension ici, et donc le rang de cette famille de vecteurs sera 0 si V1 est égal au vecteur nul de E, et ça sera 1 si V1 est différent du vecteur nul de E. On va prendre deux vecteurs cette fois-ci pour voir, et après on tirera des propriétés plus générales. Si je prends donc le rang de la famille, alors j'écris qu'un seul vecteur, quel idiot. Si je prends le rang de la famille V1 et V2, donc vous pouvez déjà corriger, ici ça sera V1 et V2, deux vecteurs de notre espace vectoriel. Voilà. Donc je cherche le rang d'une famille qui est constituée de deux vecteurs. Donc ça sera la dimension de l'espace vectoriel engendré par le vecteur V1 et le vecteur V2. Donc ça, il y a quelque part trois possibilités, j'ai envie de dire. Si les deux vecteurs ici sont nuls, dans ce cas-là, le rang de cette famille de vecteurs, ça sera 0. Donc là, il faut que les deux vecteurs soient nuls. Si, si les deux vecteurs ici forment une famille liée, dans ce cas-là, vous engendrez une droite vectorielle, la droite vectorielle engendrée par l'un des deux. Donc, je vais dire, c'est 1 si V1, V2
est lié, et si au moins un des vecteurs n'est pas nul aussi, et si l'un des vecteurs n'est pas nul, parce qu'elle peut être liée avec deux vecteurs nuls bien sûr, hein. Donc il y a quand même cette condition à imposer. Et enfin, ça sera 2 si la famille V1, V2 est une famille libre, puisqu'on sait que dans ce cas-là, la famille qu'on obtient, c'est un plan vectoriel. Alors on ne va pas multiplier les exemples comme ça, parce qu'en dimension 3, vous voyez bien que le nombre de cas qu'on va devoir mettre en place est compliqué. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le rang de cette famille de vecteurs, il ne peut pas excéder le nombre de vecteurs de la famille. Ça paraît à peu près clair, puisque la famille qu'on récupère ici est une famille génératrice de cet espace vectoriel, et de cette famille génératrice, on peut en extraire une base qui va être le rang de notre famille de vecteurs. C'est justement ce qu'on va préciser. On va regarder ce que donne le rang de deux familles de vecteurs particulières. On va regarder ce qui se passe lorsqu'on travaille avec une famille libre et ce qui se passe quand on travaille avec une famille génératrice. C'est quoi le rang d'une famille libre? C'est quoi le rang d'une famille génératrice? Évidemment, en regardant ça, on aura une petite idée de ce qu'est le rang d'une base. Mais on va voir qu'on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à base. Si on a libre et générateur, on pourra déjà dire des choses. Donc on continue les exemples que je vais appeler structurels, hein, c'est-à-dire complètement généraux. Supposons que la famille de vecteurs V1 et VP est une famille qui est libre. Qu'est-ce qu'on peut dire du rang de cette famille de vecteurs, hein? Ça va être quoi le rang de V1, etc. VP? Bien, le rang de cette famille de vecteurs, là, je reviens toujours à la définition, je ne vais pas changer ma façon de faire, elle est payante dans quasiment tous les cas. Donc par définition, le rang de cette famille de vecteurs, c'est la dimension de cet espace vectoriel. Pour avoir la dimension d'un espace vectoriel, il nous en faut une base. Ce qu'on peut déjà dire de cette famille de vecteurs, la famille des vecteurs de V1 jusqu'à VP, cette famille, elle est déjà génératrice de cet espace vectoriel. Et elle est libre par hypothèse. Donc cette famille-là, V1, VP, c'est une base de l'espace vectoriel engendré par V1, VP, hein, puisque génératrice par définition et libre par hypothèse. Moralité, comme la dimension d'un espace vectoriel, c'est le nombre de vecteurs d'une de ces bases, et bien comme la famille V1, VP compte P vecteurs et est une base de cet espace vectoriel, le rang c'est donc P. Donc le rang d'une famille de vecteurs libres, c'est le nombre de vecteurs qu'il y a dans cette famille, ce qu'on avait déjà constaté dans le cas de 1 et de 2 vecteurs. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire si la famille qui est là, elle est simplement... alors, génératrice ici, finalement, ça n'aurait pas trop de sens. Donc, je vais dire, si je prends une famille, pour l'instant, hein, V1, VP, quelconque, je la suppose pas libre. Génératrice, ça n'aurait pas d'intérêt, parce qu'il faut dire générateur de quoi? Et dans le vect, elle est forcément génératrice du vect. Mais si je prends une famille quelconque, qu'est-ce que je peux dire sur le rang de la famille V1, VP? Alors, je reviens sur la définition pour discuter cette définition, pour dire ce que je peux dire déjà au minimal. Alors l'objectif, c'est de regarder ce que je peux dire de la dimension de cet espace vectoriel. Déjà, une chose est sûre, c'est que le rang, enfin la famille de vecteurs V1, VP, elle est génératrice de l'espace vectoriel engendré par V1, VP. Comme la dimension de cet espace vectoriel, c'est le nombre de vecteurs d'une base, et qu'une famille génératrice compte de toute façon plus de vecteurs qu'une base, puisque une famille génératrice, on peut toujours extraire une base, on récupérera donc toujours que le rang d'une famille de P vecteurs est plus petit que P. Voilà, donc on a déjà quelques éléments. Le rang d'une famille de P vecteurs est plus petit que P dans toutes les situations, et le rang d'une famille de vecteurs est égal à P si et seulement si cette famille est libre, puisque si le rang est égal à P, ça veut donc dire que cet espace est de dimension P. Donc ici, on aura une famille génératrice qui possède un nombre de vecteurs qui est égal à la dimension de l'espace, et donc on peut statuer à la liberté en utilisant les théorèmes de la dimension finie. Donc on va terminer avec cette petite info. On a vu la partie directe et je viens de donner la partie réciproque. L'info, c'est que le rang de la famille de vecteurs V1 VP est égal à P si et seulement si la famille V1 VP
est une famille libre. Voilà. Et sinon, de manière générale, on vient de voir qu'elle est de toute façon inférieure ou égale à P. Alors ça, c'est assez cool, puisque dans la pratique, on va pouvoir traiter des exemples maintenant un peu moins, on va dire, un peu moins généraux. Donc des exemples un peu plus concrets maintenant. Ben, si je prends par exemple le rang de la famille de vecteurs qui est proposé ici, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Donc là, on est sur le rang d'une famille de vecteurs de R3. Le rang de cette famille, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par ces trois vecteurs. Donc la question, c'est de savoir si cette famille est libre, en quel cas ça sera de rang 3, et si elle n'est pas libre, il faudra qu'on trouve des combinaisons linéaires qui vont nous permettre de supprimer des vecteurs de cette famille. Donc je vais tâcher de démontrer qu'elle est libre ou qu'elle est liée. Pour ça, le raisonnement est de toute façon le même. On va se donner une combinaison linéaire nulle de ces trois vecteurs, et on va voir s'il existe une solution au système qu'on récupère. Donc comme la première coordonnée c'est alpha plus bêta plus gamma, la deuxième coordonnée c'est bêta plus gamma, et la dernière coordonnée c'est gamma, on voit que gamma est nul, puis bêta est nul, puis alpha est nul. La famille qui est là est donc une famille libre. Le rang de cette famille de vecteurs, c'est donc égal à 3. Alors, je vais donner maintenant un exemple dans un espace vectoriel, par exemple l'ensemble des fonctions définies sur R à valeur dans R. Et j'aimerais qu'on détermine le rang de la famille de vecteurs FGH que vaut ce rang-là. Donc en fait, il faudrait savoir si cette famille est une famille libre. Si vous analysez un petit peu la situation, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a quand même peu de chances qu'elle le soit. Vous vous rappelez, on sait que cosinus de x au carré plus sinus de x au carré est égal à 1. Donc ça paraît assez plausible qu'on puisse trouver une relation entre ces fonctions-là. Alors, vu qu'il y en a ici deux qui interviennent directement dans cette formule, donc là, on va essayer de voir ce qu'on est capable de faire avec ça. Alors, par exemple, ici, pour pouvoir utiliser cette formule, il me faut le même poids pour la fonction f et pour la fonction g. Donc, je vais calculer, par exemple, 2f plus la fonction g. Si je calcule cette fonction-là, qu'est-ce que ça donne? Donc, cette fonction-là, si je l'évalue en x, je vais récupérer 2f de x, c'est-à-dire 2 cosinus x au carré plus 2, plus g de x, donc plus 2 sinus de x au carré. Si je mets 2 en facteur dans ces deux termes-là, je vais récupérer 2 facteurs de cos carré plus sin carré, donc je vais récupérer 2, plus 2, donc je récupère 4. Et la fonction 4, c'est bien une fonction qui est proportionnelle à la fonction 3, puisque 4, je peux l'écrire 4 tiers fois 3. Et ça, c'est la fonction constante égale à 3, donc c'est la fonction h. Donc on vient de démontrer que 2g plus f est égal à eh bien, 4 tiers de h. Si vous préférez, on vient de démontrer que g est égal à 4 tiers de h moins 2f. On peut donc retirer la famille g de la famille génératrice, dans le sens où on a vu, ça s'appelle le lemme de retrait d'une famille génératrice. On a vu que l'espace vectoriel engendré par FGH, je peux l'écrire comme l'espace vectoriel engendré par simplement la fonction f et la fonction h, à partir du moment où j'arrive à montrer que l'une des fonctions s'écrit comme combinaison linéaire des autres fonctions. Or, maintenant, les deux familles f et g, enfin les deux vecteurs f et g ici, f et h, pardon, c'est pas la forme aujourd'hui. F et h sont deux fonctions qui ne sont pas proportionnelles, donc elles forment une famille libre. Donc la dimension de cet espace vectoriel là, c'est 2. Donc on obtient directement que le rang de la famille FGH, c'est le même que le rang de la famille FH, qui est égal à 2, puisque la dimension de cet espace vectoriel est égale à 2. Donc on voit qu'on, dans ce genre de situation, on doit simplifier une famille génératrice, puisqu'on doit calculer la dimension de l'espace vectoriel engendré par un certain nombre de vecteurs. Donc là, la clé des raisonnements, ça sera probablement le lemme de retrait d'un vecteur inutile
dans une famille génératrice. Ça sera probablement ça la clé du mystère. Et donc il faudra savoir utiliser ce résultat-là proprement. D'ailleurs, vous avez vu, je vous ai mis un exemple avec des polynômes, un exemple que je détaille, où j'utilise des opérations sur les colonnes, des opérations élémentaires sur les colonnes pour pouvoir m'en sortir. Alors je vais encore une fois détailler un tout petit peu ce passage en faisant une remarque. Donc on a vu ici que la garantie pour pouvoir simplifier un système générateur, c'était de voir que l'un des éléments s'écrivait comme combinaison linéaire des autres vecteurs. Alors après, il aurait pu y avoir d'autres vecteurs dans la combinaison linéaire, mais ce qui était important, c'est que ce soit une combinaison linéaire des autres vecteurs. Donc ce qui veut donc dire que ce que j'ai utilisé ici, c'est le lemme de retrait d'un vecteur inutile dans une famille génératrice. Et ce qu'on a dit finalement, c'est que cette famille-là si cette famille-là est une famille génératrice de l'espace vectoriel que je considère, et si par exemple le vecteur VI s'écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs, eh bien je peux complètement le retirer de la famille. Donc là, on a vu que si VI s'écrivait comme combinaison linéaire des autres vecteurs, eh bien je peux le supprimer du système générateur. Donc ici, c'est la somme pour k variant de 1 à n k différent de i, des alpha k vk. Si on a ça, je peux le retirer du système. Mais je peux aussi faire d'autres opérations qui ne vont pas modifier la nature du système. Donc ça, c'est le cas, on va dire, génial. Tiens, lui, il s'exprime comme combinaison linéaire des autres, alors je peux le supprimer. Mais je dis aussi que je peux remplacer, que je peux ajouter à un vecteur une combinaison linéaire des autres, et je ne changerai pas le système générateur. C'est-à-dire que, en fait, les opérations qu'on effectue sur les lignes d'un système, par exemple, eh bien, je peux les effectuer sur une famille génératrice. Si j'ajoute à un vecteur une combinaison linéaire des autres vecteurs, je ne change pas le système générateur. Idem si vous permutez deux vecteurs d'ailleurs. Si vous permutez deux vecteurs, vous ne changez pas le système générateur, puisque l'ordre des vecteurs n'a strictement aucune importance. Idem si vous multipliez un vecteur par un nombre du moment qu'il n'est pas nul. Donc quelque part, les opérations que je vais noter sous cette forme-là, VI est échangé avec VJ, ne change pas le système générateur. La multiplication de VI par un scalaire alpha, attention, différent de 0, ne change pas le système générateur, ce que j'avais appelé une dilatation. Ajouter à VI alpha fois VJ, où alpha est différent de 0, sinon ça n'a pas d'intérêt, et J différent de I ne change pas le système générateur. Et l'opération, on va dire étendue, on avait appelé ça une transvection, eh bien, si je fais une transvection un peu étendue, c'est-à-dire ce que je suis en train d'effectuer ici, ajouter à un vecteur une combinaison linéaire des autres vecteurs ne change pas le système générateur. Donc les opérations élémentaires qu'on a vues sur les lignes d'un système, eh bien je peux les actualiser ici et les voir sur une famille génératrice. Effectivement, si je dois montrer l'égalité entre ces deux espaces vectoriels, et il faut que je montre que tous les vecteurs de la famille génératrice peuvent s'écrire comme combinaison linéaire de ceux-ci, ce qui est évidemment trivialement le cas de tous les vecteurs sauf pour VI. Mais VI, je peux bien l'obtenir par combinaison linéaire de ces vecteurs, de la même façon, puisqu'il suffit de détruire la combinaison linéaire, ce que je peux faire avec les autres vecteurs, puisque c'est une combinaison linéaire des autres vecteurs. Et la réciproque est aussi évidente. Chacun des vecteurs ici, je peux les atteindre par combinaison linéaire de ceux-là, de façon évidente. Donc c'est bien les deux espaces vectoriels qui sont identiques. Donc ces opérations élémentaires, elles permettent de maintenir une famille génératrice. Ce qui veut donc dire que pour pouvoir obtenir une famille, une base de cet espace vectoriel très efficacement, on peut utiliser les opérations élémentaires sur les colonnes sans aucun problème. Voilà, donc on peut simplifier comme ça une famille génératrice. Alors, essayons de voir ça sur un exemple. Imaginons qu'on se place dans R4
et qu'on veuille calculer le rang de la famille de vecteurs V1, V2, V3, V4, où le vecteur V1, c'est le vecteur, je vais dire, 1, 1, 1, moins 3. Le vecteur V2, c'est le vecteur 1, 1, moins 3, 1. Puis je vais faire en sorte que le moins 3 se balade ici dans les coordonnées. Et j'aimerais déterminer le rang de cette famille de vecteurs. Alors, non seulement je voudrais déterminer le rang de cette famille de vecteurs, mais je voudrais aussi une base simple de l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs-là. Plus simple en tout cas que celle-là, si c'est possible. Donc là, on va utiliser les opérations sur les colonnes, vous allez voir. On va être malin. On va mettre les vecteurs V1, V2, V3, V4, en tout cas leurs coordonnées en colonne. Et je vais effectuer des opérations, les opérations qui ne modifient pas quelque part le système générateur. Donc hop, je mets mes petits vecteurs ici. Donc j'écris leurs coordonnées dans la base canonique que j'ai choisie pour représenter mes vecteurs, puisque je les ai directement exprimés dans la base canonique. Voilà. Donc ça, c'est les coordonnées des vecteurs dans la base E1, E2, E3, E4. Ça, c'est la base canonique de R4. Et je vais faire mes petites opérations sur les colonnes qui vont être symbolisées par ce qui est ici. On a vu que ces opérations-là, elles ne modifiaient pas, enfin, elles nous permettaient d'obtenir une famille génératrice simplement avec les opérations élémentaires. Bon. Alors ici, je vais faire un petit échelonnement par colonne. C'est-à-dire que je vais essayer, contrairement à ce qu'on a fait pour les lignes, je vais essayer d'éliminer ces termes-là en utilisant des opérations sur les colonnes. Donc, par exemple, je vais remplacer la colonne C2 par la colonne C2 moins la colonne C1. Je vais remplacer la colonne C3 par la colonne C3 moins la colonne C1. Et je vais remplacer la colonne C4 par la colonne C4 plus 3 fois la colonne C1. Alors ça, effectivement, ça ne va pas changer la famille génératrice, enfin ça va modifier la famille génératrice, mais ça ne va pas changer l'espace vectoriel engendré, puisque quand je fais ces opérations-là, je suis en train concrètement de faire quoi? De remplacer le vecteur V2 par V2 moins V1, ce qui maintient l'espace vectoriel. Je suis en train de remplacer V3 par V3 moins V1, c'est une transvection, ça me permet de ne pas modifier l'espace vectoriel. Et idem pour le dernier, je remplace V4 par V4 plus V1. Donc là, je suis en train de dire que l'espace vectoriel engendré par V1, V2, V3, V4, c'est le même que l'espace vectoriel engendré par V1, V2 moins V1, V3 moins V1, V4 plus 3V1. Donc ça, on a déjà vu que ça ne modifiait pas notre espace vectoriel engendré. Bon, alors trêve de blabla, on fait nos petites opérations. Donc on va échelonner en colonne. Donc là, je fais la différence, donc je vais récupérer en faisant la différence 0, 0, moins 4, 4. Puis je vais récupérer 0. Alors là, je fais la différence, donc moins 4, 0, 4. Et enfin, pour le petit dernier, je multiplie par 3 et j'ajoute. Donc 0, 4, 4, moins 8. Donc l'espace vectoriel engendré par ces 4 vecteurs, c'est la même chose que l'espace vectoriel engendré par ces 4 vecteurs. Alors là, on travaille, puisqu'on ne modifie pas les lignes, hein, on travaille dans la base E1, E2, E3, E4. Bon, je continue mon petit travail. Là, je vais faire des dilatations sur les colonnes. Je vais remplacer la colonne C2 par la colonne C2 sur, par exemple, 4. Je vais remplacer la colonne C3 par la colonne C3 sur moins 4. Et je vais remplacer la colonne C4 par la colonne C4 sur 4 également. Donc là, je vais obtenir une autre famille génératrice de mon espace vectoriel engendré. Elle sera juste plus simple que la famille. L'objectif, c'est d'avoir une famille génératrice la plus simple possible. Voilà ce qu'on récupère. Donc ça, c'est toujours dans la famille E1, E2, E3. Et on continue notre petit bonhomme de chemin. Pour pouvoir continuer à échelonner en colonne, je vais échanger ces deux colonnes-là pour avoir un bon pivot ici en colonne.
Donc là, je fais mon petit pivot en colonne, moins 3, donc je vais récupérer 0, 1, 0, moins 1, 0, 0, moins 1, 1, et enfin 0, 0, 0, pardon, 1, 1, moins 2. Donc ça, c'est les vecteurs que je décompose dans cette base-là. Très bien. Donc ça va être équivalent en colonne A. Là, maintenant, je vais supprimer le 1 qui est ici en remplaçant simplement la colonne 4 par la colonne 4 moins la colonne 2. Donc là, je vais récupérer aussi, je vais mettre un 0 ici, je vais remplacer la colonne 1 par la colonne 1 moins la colonne 2. Comme ça, je vais avoir des vecteurs hyper simples pour engendrer mon espace. Donc là, je vais récupérer 0, ici 1, et ici, si je fais la différence, donc je vais ajouter, j'ai dit C1 reçoit C1 moins C2. Donc quand on ajoute moins C2, on va récupérer moins 2. Ici, je garde ma colonne, c'est ma colonne pivot. Et ici, là, j'ai pas fait d'opération sur la colonne C3, et pour compte, j'avais déjà un 0 là. Et ici, je fais la différence, donc je vais récupérer 0, 0, 1, et là, quand je fais la différence, moins 1. Il ne me reste plus qu'à faire une dernière opération sur les colonnes, une dernière étape, on va voir. Donc je vais faire le ménage ici sur cette colonne. Donc je vais remplacer la colonne C1 par la colonne C1 plus la colonne C3. Et je vais remplacer la colonne C4 par la colonne C4 plus la colonne C3. Là, on va arriver à un truc plutôt sympa, puisque là, je vais récupérer 1, 0, 0, moins 1. 0, 1, 0, moins 1. Celle-là, elle ne bouge pas. La dernière colonne, je vais la remplacer donc par 0, 0, 0, 0. Donc tout ça exprimé dans E1, E2, E3, E4. Et puis, avant de terminer, je vais remplacer la colonne numéro 3 par son opposé pour avoir une matrice qui est bien échelonnée, réduite par colonne. Donc là, j'obtiens bien une matrice qui est échelonnée, réduite par colonne avec 3 pivots. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer ici? Là, notre espace vectoriel engendré par ces 4 vecteurs, il n'était pas très joli, les vecteurs étaient vraiment pourris. Là, on vient de démontrer que l'espace vectoriel engendré par les vecteurs V1, V2, V3, V4, ça va être l'espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs beaucoup plus sympathique. Puisque les vecteurs que je vais récupérer, donc c'est les vecteurs qui ont comme coordonnées, là je suis dans la base canonique, hein, donc 1, 0, 0, moins 1, virgule 0, 1, 0, moins 1, virgule 0, 0, 1, 0. Ce vecteur-là, il est nul, je peux le supprimer du système générateur puisqu'il n'engendre rien. Là, vous pouvez constater assez facilement que cette famille, elle est libre, puisque si vous prenez par exemple l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs-là, leur combinaison linéaire auront toujours une troisième composante nulle, donc lui n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par ces deux-là. Donc ça veut dire qu'en augmentant cette famille-là de ce vecteur, j'obtiens une famille qui est encore libre. Donc ça veut dire que le rang de cette famille de vecteurs, c'est 3. Vous allez me dire, on aurait pu dire qu'elle était de rang 3 beaucoup plus simplement. Il suffisait d'ajouter ces 4 vecteurs, et on récupérait donc que la somme était nulle, et on récupérait dans ce cas-là que V4 s'écrivait comme combinaison linéaire des 3 autres. On aurait donc pu récupérer que le rang était déjà plus petit que 3, puis montrer que cette famille était libre. C'est vrai, je vous l'accorde, on aurait pu faire ça. Mais vous avez vu la simplicité de ma famille génératrice? Donc on voit que cette famille-là, non seulement elle va nous permettre de maîtriser la dimension de cet espace vectoriel, puisqu'elle permet finalement d'éliminer assez facilement les vecteurs inutiles qui vont se transformer en zéro, mais pas que. Mais ce n'est pas la seule chose qu'elle permet de faire. Elle nous permet d'obtenir une base la plus simple possible. Alors faites attention par contre, hein, ce sont des opérations sur des colonnes, puisqu'il faut faire absolument attention, alors j'ai oublié le 4 ici, il faut absolument faire attention au fait que les vecteurs, on peut effectivement faire ajouter à un vecteur une combinaison linéaire des autres, mais par contre, ils doivent être exprimés dans la même famille. Sinon, on perd les coordonnées, on perd l'endroit où sont les coordonnées, et là, ça serait une pure catastrophe. Donc voilà pour le rang d'une famille de vecteurs, et voilà un procédé efficace pour les calculer. On voit encore que les matrices peuvent nous être d'un grand secours pour pouvoir maîtriser ce genre de choses, et on verra que dans le prochain chapitre, c'est pas fini, puisqu'on reprendra ce type de méthode, mieux, on l'améliorera.
Alors on arrive à la deuxième définition de ce paragraphe, où c'est la définition du rang d'une application linéaire, une définition qui ne va plus nous quitter. Donc il dit que si E est un K espace vectoriel de dimension finie, F un K espace vectoriel et F une application linéaire définie sur E à valeur dans F, le rang de F, c'est par définition la dimension de l'espace vectoriel image. Donc ça permet de mesurer la taille en quelque sorte de l'image, puisque ça va nous donner la dimension de cet espace vectoriel. Bon, alors une petite remarque comme ça en passant, est-ce qu'elle est bien définie? Est-ce que c'est bien propre de dire, tiens, le rang c'est la définition de cet espace vectoriel? Je vous rappelle que pour pouvoir définir la dimension d'un espace vectoriel, il faut quand même que celui-ci soit de dimension finie. Donc on écrit le mot dimension que si ici on a un espace vectoriel de dimension finie. Donc là la démonstration est quand même soumise à caution, il va falloir vérifier qu'on a bien sur un espace vectoriel de dimension finie, et si possible, si on pouvait faire le lien avec la définition précédente, ça serait chouette de voir que évidemment le rang d'une application linéaire et le rang d'une famille de vecteurs, eh bien ces deux notions-là sont reliées. Alors on va tout faire d'un coup, puisque je vous rappelle qu'on a déjà vu que, vous vous rappelez, c'était la chanson Le tube de l'été, une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base. Or, ici on a une base de l'espace vectoriel E. Si j'appelle B va être égal à E1, En, une base de E. Donc je vais supposer que la dimension de E est égale à N, information que j'ai, puisque j'ai supposé que l'espace vectoriel ici était de dimension finie. Donc ça, cette information, je l'ai. Tout espace vectoriel de dimension finie possède des bases. Donc là, je peux utiliser le théorème qui me dit que des bases, ça existe. Et rappelez-vous, on avait vu que l'image de F, on en connaissait toujours une famille génératrice, puisque l'image de F, c'est l'espace vectoriel engendré par l'image des vecteurs de base. Donc on dispose d'une famille génératrice de cette image. Ce qui veut donc dire que cet espace vectoriel-là est de dimension finie. Donc on récupère assez facilement que l'image de F est un sous-espace vectoriel de F. Lui peut très bien être de dimension infinie, on s'en fout, de dimension inférieure ou égale à n. Puisqu'ici j'ai une famille génératrice, de toute famille génératrice je peux extraire une base, théorème de la base extraite, et donc la famille, la base que je vais récupérer, elle aura évidemment au plus n vecteurs. Elle aura n vecteurs si ça c'est une base, et sinon elle en aura moins. Donc on peut déjà dire que le rang de f existe, ça a un sens. On peut bien poser cette définition. Mais pas que, puisque le rang de f par définition, c'est la dimension de l'image de f. C'est donc la dimension de l'espace vectoriel engendré par les vecteurs f de E1 jusqu'à f de En. Mais par définition, c'est quoi la dimension de cet espace vectoriel? Eh bien, c'est le rang de cette famille de vecteurs. Donc le rang de f, c'est le rang de la famille des images des vecteurs de base. Donc on vient bien de relier, cette formule-là, elle est intéressante à bien des titres, puisqu'elle permet de relier la notion de rang pour une application linéaire et la notion de rang pour une famille de vecteurs. On voit que ces notions, elles sont reliées assez simplement. Voilà hein, pour cette petite définition. On va voir maintenant le big théorème du jour, hein, la formule du rang, c'est un gros théorème de la dimension finie, puisque ce théorème-là, il va nous permettre de relier, vous le voyez dans son énoncé, hein, deux sous-espaces vectoriels qui permettent de mesurer deux choses radicalement différentes. L'image qui permet de mesurer la surjectivité et le noyau qui permet de mesurer l'injectivité. Donc on va relier la dimension de ces deux espaces vectoriels et on va démontrer qu'il y a quelque chose qui reste invariant pour une application linéaire dont l'ensemble de départ est E, c'est la somme des dimensions de ces deux espaces vectoriels-là. Elle reste toujours égale à la dimension de E. Donc on va démontrer ce théorème, hein. On prend un K espace vectoriel de dimension finie, on prend F, un K espace vectoriel, lui quelconque, pas nécessairement de dimension finie, et F, une application linéaire définie sur E à valeur dans F, eh bien on peut démontrer que la somme des dimensions qui sont ici, c'est la dimension de E.
ou que la dimension du noyau plus le rang de f, qui est la dimension de l'image de f, c'est la dimension de e. Alors on va démontrer ce théorème, là, cette formule du rang. Cette démonstration, elle va se faire en deux étapes. Alors je n'ai pas voulu redémontrer, enfin écrire le lemme qu'on va démontrer parce que je ne vois pas l'utilité directe, mais par contre le résultat en lui-même est intéressant, puisque la première étape, ça va être de démontrer le lemme qui est là. On va démontrer que si je prends un supplémentaire du noyau dans E, alors ce supplémentaire est isomorphe à l'image. Donc je vais me donner un supplémentaire du noyau, donc soit H un supplémentaire du noyau, donc sous-espace vectoriel de E, tel que, donc être un supplémentaire du noyau, ça veut dire que E va être égal au noyau de F, plus H, mais attention, avec des sous-espaces vectoriels ici en somme directe. Donc on peut dire qu'il existe, hein, puisqu'on est en dimension finie, hein, on est dans E, et que tout sous-espace vectoriel admet bien au moins un supplémentaire. On avait vu qu'il y en avait même une infinité dès lors que le noyau était un sous-espace vectoriel strict. Donc il existe puisqu'on se place en dimension finie. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de démontrer que l'ensemble H, l'espace vectoriel H qui est ici, il est isomorphe à l'image. Auquel cas, ils auront les mêmes dimensions. Et auquel cas, la dimension de E, ça sera la dimension de Keref plus la dimension de H, dont la dimension, ça serait celle de l'image de F, puisqu'on sait que deux sous-espaces vectoriels qui sont isomorphes, ils ont nécessairement la même dimension. Donc on voit tout de suite que si on arrive à démontrer que H est isomorphe à l'image de F, c'est gagné. Donc montrons que H est isomorphe à l'image de F. Alors, montrer que H est isomorphe à l'image de F, ça paraît pas dingo à démontrer. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une application qui est définie sur E et qui a valeur dans F. Mais en fait, si vous regardez bien, elle a valeur dans son image. Puisque tous les f de x où x appartient à E, ils vont appartenir à l'image de F. Donc a priori, on a déjà une application qui va être à valeur dans l'image de F. Le problème, c'est qu'elle n'est pas surjective, cette application. Donc pour la rendre surjective, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tuer les éléments du noyau en travaillant avec un supplémentaire. Puisqu'effectivement, si vous prenez un supplémentaire, imaginez que le plan, là, c'est le noyau, et que ça, c'est H. Si vous prenez des vecteurs de H, leur intersection avec les vecteurs du noyau, ça va se réduire au vecteur nul. Donc, quelque part, si vous prenez la fonction f restreinte à H, un supplémentaire du noyau, dans l'esprit, on va récupérer forcément une application injective, puisque ça revient quelque part à tuer le noyau. Donc je vais prendre, comme je viens de l'indiquer, cette restriction de f à h, un supplémentaire du noyau. Donc cette application, elle va être définie a priori sur h, et elle est donc à valeur a priori dans f. On va voir qu'elle est un peu mieux qu'à valeur dans f. On va voir qu'elle va être à valeur dans l'image de f. Mais ça je vais le repréciser. Donc cette application à x, elle associe évidemment f de x. Hein. On avait fait des rappels sur des restrictions, on avait vu qu'on ne changeait pas la correspondance, on changeait juste l'ensemble de départ. Et je sais effectivement que les vecteurs qui vont être dans l'ensemble d'arrivée, je peux les restreindre un petit peu. C'est-à-dire que là, au lieu de prendre l'ensemble f tout entier, je pourrais simplement me contenter de dire que ces vecteurs-là, ils vont se retrouver dans l'image de f, puisque tous les vecteurs qui s'écrivent de la forme f de x où x appartient à E sont des vecteurs de l'image, et comme les vecteurs de h c'est des vecteurs de E, on est bien à valeur dans l'image de f. Alors en toute logique, je devrais changer son nom à cette application, puisque je change son ensemble d'arrivée, donc oui, je devrais l'appeler comme ça, quoi. Je devrais mettre un petit tilde dessus pour dire, bon, c'est pas tout à fait la même que la restriction, parce que j'ai modifié l'ensemble d'arrivée. Eh bien, je vais démontrer que cette application réalise un isomorphisme entre h et l'image de f. Bon, alors déjà, cette restriction est linéaire. La restriction d'une application linéaire, elle est évidemment toujours linéaire si on la restreint à un espace vectoriel. Effectivement, si f de alpha x plus bêta y est égal à alpha f de x plus bêta f de y pour tout x y appartenant à E, ça marche aussi pour tout x y appartenant à h, puisque h est un sous-ensemble de E. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Par contre, je vais montrer qu'elle est injective. Pour montrer qu'elle est injective, je vais regarder ce qu'il y a dans son noyau. Alors le noyau, vous vous rappelez, c'est les éléments de l'espace vectoriel de départ, donc c'est l'ensemble des x appartenant à h, tel que
l'image de x par cette application est égale à 0. Enfin, l'image de x par cette application, c'est f de x. Donc, je vais récupérer l'ensemble des x appartenant à h, tel que f de x, c'est le 0 de l'espace dans lequel je m'envoie, c'est-à-dire le 0 de f. Et c'est quoi cet ensemble en fait? C'est l'ensemble des vecteurs qui sont dans h et qui s'envoient sur 0 par l'application f. Bah, ça veut dire que ces vecteurs-là, ils doivent être dans h et ils doivent être dans le noyau de f. Puisque je suis dans h et je suis dans le noyau de f. Et si réciproquement je suis dans h et le noyau de f, je suis bien dans cet ensemble-là. Donc le noyau de cette restriction, c'est l'intersection entre h et le noyau de f. Si j'arrive à démontrer que cette application est surjective, alors là, on aura complètement gagné. Donc on va montrer que cette application, elle est surjective, mais attention, hein, surjective quand je remplace l'ensemble d'arrivées par l'image de f, bien sûr. Donc pour démontrer que cette application, en remplaçant f ici par l'image de f est surjective, je vais me donner un vecteur y appartenant à l'image de f, et je dois montrer que ce vecteur y, il admet un unique antécédent, attention, dans h. Alors moi, je sais qu'il est dans l'image de f, donc je sais par définition de l'image qu'il existe un vecteur x appartenant à l'ensemble de départ de f. L'ensemble de départ de f, c'est E, tel que y est égal à f de x. Le problème, c'est que moi, je cherche un antécédent de y dans l'ensemble h. Donc moi, je ne cherche pas un x appartenant à E tel que y est égal à f de x, je cherche un élément dans h. N'oublions pas quand même que h est un supplémentaire du noyau de f dans E. Donc le vecteur x est dans E ici qui ne me convient pas, qu'est-ce que je vais le faire? Là, je vais le décomposer dans cette somme. Donc je vais dire que comme E est égal au noyau de f plus h, je peux dire qu'il existe un vecteur, je vais l'appeler A, appartenant au noyau de f, et un vecteur petit h qui appartient à h, tel que mon vecteur x s'écrive comme A plus h. Mais du coup, mon y là, c'est en fait f de x, mais c'est aussi f de a plus h. Par linéarité de f, c'est aussi f de a plus f de h. Et comme a est un vecteur du noyau, c'est f de h. Donc on vient bien de démontrer que y, c'est qui? C'est f de h. Mais comme ici f s'applique à h, je peux considérer que c'est la restriction, puisque la restriction, c'est simplement l'application f quand on l'applique à des vecteurs de h. Donc en fait, ça, c'est la restriction de f à h, pardon, du vecteur h. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de prendre un vecteur quelconque de l'image de f, quelconque. On a montré qu'il existait bien un vecteur h dans h, tel que y s'écrive f de h. Donc on vient de démontrer que quel que soit y appartenant à l'image de f, il existe bien un vecteur h appartenant à h, tel que y s'écrive f restreint à h du vecteur h. On vient donc bien de démontrer que l'application f restreinte à h, si je la vois comme une application définie sur h à valeur dans l'image de f, est une application surjective. Moralité, on vient de démontrer que cette application est injective. Pourquoi? Puisque son noyau c'est h interker f et que h interker f est égal au singleton vecteur nul de E, puisque les deux sous-espaces vectoriels sont en somme directe. Et on vient de démontrer que cette application est surjective, puisque tout élément y appartenant à l'image de f admet bien un antécédent dans h par l'application f restreint à h. On vient donc de démontrer que cette application est bijective. Au passage, regardez comme c'est moral cette histoire. Si on reprend quelque part un peu cette démonstration, si on en fait un débriefing. La recherche du noyau, c'est la recherche de l'injectivité. L'injectivité marche avec l'unicité. Vous vous rappelez, hein, le noyau, c'est l'injectivité. L'injectivité, c'est l'unicité. Quelle propriété on a utilisée ici dans l'hypothèse? Puisque cette hypothèse, elle s'accompagne de l'existence d'une décomposition et de son unicité. Ben, je vous le donne en mille.
qu'on a utilisé, c'est le fait que ces deux sous-espaces vectoriels sont en somme directe, c'est-à-dire que leur intersection est réduite au vecteur nul. L'unicité fonctionne avec l'unicité. Et dans l'autre, ça a été quoi quelque part la clé de notre démonstration? Ça a été de décomposer le vecteur x, ici de E, dans kerf plus h. C'est-à-dire ce qu'on a utilisé, c'est l'existence d'une décomposition, puisque E est la somme de kerf et de h. Donc là, dans cette hypothèse-là, la propriété d'existence a fonctionné avec la propriété de surjectivité. La surjectivité est toujours associée à une réécriture, à l'existence d'une réécriture. Donc vous voyez encore une fois que quand on dépiote un peu cette démonstration, on voit que l'existence fonctionne avec l'existence, l'unicité fonctionne avec l'unicité. C'est-à-dire qu'on sait exactement où aller pêcher les arguments. Bon, alors je reviens à ma démonstration. Nous, ce qu'on a démontré, c'est que l'application f restreint à h induit une application linéaire bijective entre h et l'image de f. Donc cette application est linéaire, d'une part, et bijective, ça, on vient de le démontrer. Une application linéaire bijective, ça s'appelle un isomorphisme. Donc on récupère que h et l'image de f sont isomorphes, puisqu'on vient d'exhiber une application linéaire qui envoie l'un sur l'autre. On sait que deux espaces vectoriels sont isomorphes si et seulement s'ils ont la même dimension. Donc on vient de démontrer que la dimension de h, c'est la dimension de l'image de f. Mais ne l'oublions pas, on sait que la dimension de E est égale à la dimension de H plus la dimension du noyau de F. Ça, c'est une conséquence d'un corollaire de la formule de Grassmann, puisque on sait que H et le noyau sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Donc la dimension de E, c'est la dimension de lui plus la dimension de lui, puisque l'intersection est réduite au vecteur nul. Et on vient de prouver que la dimension de H est égale à la dimension de l'image. On vient donc de prouver que dans les conditions du théorème, c'est-à-dire je prends une application linéaire définie sur un espace vectoriel de dimension finie, on vient de prouver que la dimension de l'image plus la dimension du noyau, c'est toujours la dimension de l'espace vectoriel de départ. On vient de démontrer la phénoménale formule du rang qui permet de relier les deux sous-espaces vectoriels qui mesurent l'injectivité, la surjectivité, l'existence et l'unicité. On va terminer cette séquence de cours par deux petits exemples. Je pose deux questions en fait. Je demande quelle est la dimension du noyau d'une forme linéaire, du noyau d'une forme linéaire non nulle. Donc je prends une application linéaire définie sur un espace vectoriel de dimension n linéaire et non nul. Donc, je demande quelle est la dimension du noyau. Et ensuite, je demande, est-il possible de trouver un endomorphisme de R3 dont le noyau est égal à l'image? Pourquoi pas? On ne s'est jamais posé la question. On va regarder ce qui se passe. Alors, la réponse aux deux questions va être très rapide. Pourquoi? Parce que l'image de f, c'est un tout petit sous-espace vectoriel. L'image de f est inclus dans K. Donc, comme la dimension de K, c'est égal à 1, on en déduit que l'image de f étant un sous-espace vectoriel de K, l'image de f, elle est de dimension plus petite que 1. Alors, la dimension non possible pour l'image, c'est soit 0, soit 1. Mais si la dimension de l'image de f est égale à 0, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'image de f, c'est réduit à 0. Ce qui veut donc dire que l'application f, c'est l'application nulle, puisque toutes les images vont s'envoyer sur le nombre 0. Or, on sait que l'application est supposée non nulle. Donc, ceci est absurde. Donc, si je suppose que la dimension de f est égale à 0, j'arrive à une relation absurde. Donc, on obtient que la dimension de l'image de f, donc le rang de f, est égal à 1. Moralité, si la dimension de f, le rang de f est égal à 1, on obtient que comme la dimension du noyau plus 1, c'est-à-dire plus le rang, est égal à la dimension de l'espace vectoriel E,
vous obtenez que la dimension du noyau, c'est la dimension de E moins 1. Oh, vous avez vu? Un hyperplan. On vient de démontrer que le noyau d'une forme linéaire non nulle est un hyperplan. Toujours. Intéressant. Pour la deuxième question, on se dit, je cherche une propriété qui relie le noyau et l'image. À quoi on peut décemment penser maintenant quand on veut une propriété qui relie le noyau et l'image? On peut décemment penser à la formule du rang. Alors, il suffit de voir si elle est applicable. Ici, je travaille avec un endomorphisme de R3, donc une application linéaire de R3 dans R3. On peut appliquer la formule du rang si la dimension de l'espace vectoriel de départ est finie, ce qui est le cas. Donc j'applique la formule du rang, qui me dit que la dimension de l'espace vectoriel de départ est égale à la dimension du noyau plus la dimension de l'image. Ou le rang de f, c'est comme vous voulez, c'est un petit peu plus court à écrire. Mais si je suppose qu'il existe une telle application, et je cherche des conditions nécessaires sur elle, donc je dis il existe une application qui vérifie ça. Si j'applique la formule du rang, qu'est-ce que je vais récupérer? La dimension de cet espace vectoriel, c'est 3. La dimension du noyau, c'est égal à la dimension de l'image. Donc là, je vais récupérer que c'est 2 fois le rang de f. Je récupère donc que le rang de f est nécessairement égal à 3,5. Et ça, c'est pas possible, puisque c'est pas un entier naturel. Or, le rang d'une application linéaire, c'est la dimension d'un espace vectoriel, c'est forcément un entier naturel. Moralité, on a supposé qu'il existait une application qui vérifiait ça, on arrive à une propriété absurde, il n'existe donc pas d'application qui vérifie ces conditions. Alors vous pouvez voir que ici 3 pourrait être remplacé par n'importe quel entier naturel impair. Donc on vient de démontrer que pour qu'on ait une chance d'avoir un noyau de f égale image de f, il est absolument nécessaire que la dimension soit paire. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment un bon week-end. À bientôt.